Capitalisme, socialisme, communisme, leçon d'une histoire et regard d'avenir de Léo Figueres. Introduction. La crise financière et économique du capitalisme mondialisé, la plus profonde et la plus grave qu'il ait connue depuis la Grande Dépression des années 30, a montré de nouveau les limites, les impuissances et les dangers du système et, du même coup, a relancé au premier plan les questions de son dépassement. Le postulat établi après l'effondrement de l'URSS et des autres États non capitalistes de l'Est européen, selon lequel le capitalisme était la fin de l'histoire, un ordre social indépassable, seul capable, par le libre choix des lois du marché, d'assurer à la fois le progrès économique et les libertés humaines fondamentales, est largement remise en question. Des sondages d'opinion répétés reflètent la méfiance accrue à l'égard du système. Par là même, ce qu'on nommera de longue date une société socialiste, fondée sur le contrôle par la collectivité des moyens essentiels de produire et d'échanger, en rupture avec la société basée sur l'exploitation de la force du travail et la recherche sans fin du profit, que l'on avait alors déclarée morte et enterrée, est redevenue un sujet d'actualité. Alors que s'amorce ce nouveau tournant, il peut être utile de rappeler ce que sont les idéaux du socialisme, d'évoquer ce que furent les limites des tentatives historiques de les mettre en œuvre, et en particulier de la plus longue d'entre elles menée en Union soviétique, d'apprécier à sa valeur l'effort des communistes français pour élaborer un modèle de société socialiste adapté aux conditions de leur pays, de mesurer enfin si, malgré les dérives et ses échecs d'hier, la transformation sociale, comprise dans le contexte du nouveau siècle et tirant enseignement des expériences diverses faites en son nom, reste une alternative valable au système capitaliste, dont la crise actuelle confirme, s'il le fallait, l'incapacité foncière d'assurer un ordre juste pour l'ensemble du genre humain. Première partie. Le capitalisme impuissant à résoudre les problèmes actuels de l'humanité. Le capitalisme de notre temps, que d'aucuns, y compris parmi ses critiques déclarés, désignent sous le terme lénifiant d'économie de marché, a sans doute changé d'habit, mais pas de nature. En contrôlant la production des biens matériels et l'essor des services, les moyens de les financer et d'en faire commerce, les détenteurs de capitaux dominent les hommes et les femmes qui mettent en œuvre, les salariés de toute nature, leur force de travail générant la plus-value et le profit terminal qui, jumelé avec la concurrence effrénée de tous contre tous, constitue l'aiguillon et le moteur du mode de production capitaliste. Pour rentabiliser rapidement et dans des proportions toujours plus fortes les capitaux investis dans les diverses branches de production ou de services, sa ligne constante est à la fois de tenir les salaires directs le plus bas possible, de réduire ce qui touche au financement de la protection sociale et des retraites, de rallonger la durée du travail salarié en même temps que sa productivité, de s'orienter vers les activités ou les pays où le taux de profit espéré sera le plus élevé. Les délocalisations d'entreprises dans les pays de l'Est, d'Asie ou d'Afrique, ayant des niveaux de salaire direct ou indirect, protection sociale et santé, très inférieurs à ceux des pays où le monde du travail a arraché des droits limitant les conséquences de l'exploitation capitaliste, caractérisent le capitalisme mondialisé. Marx avait montré en son temps que le mouvement du capital s'effectue à l'échelle du monde entier et qu'il va là où il trouve les conditions de rentabilité maximale sans se soucier des effets désastreux que cela implique pour des millions de travailleurs. Le capital ne connaît que l'intérêt. Ce n'est que fortune faite sur le dos des exploités des métropoles et des pays périphériques que, dans un certain cas, tel milliardaire se donnera un beau rôle
en affectant quelques miettes à une fondation culturelle, à une œuvre ou à un prix qui portera son nom. On sait que le régime capitaliste engendrera dans nos pays, au-delà de sa période initiale où il se développa au sein et en opposition de la société féodale, des progrès en tout domaine dans ceux de la production et de la productivité du travail en premier lieu. Il ne peut être question non plus de perdre de vue les énormes avancées que le capitalisme engendra au plan politique. Lorsque sa lutte contre les entraves féodales à son développement le conduisit à rejeter le despotisme monarchique et l'obscurantisme clérical, y a prôné un système représentatif dans lequel ses mandants dans les assemblées élues au suffrage restreint d'abord, puis, suite à la pression populaire, au suffrage universel des hommes, les femmes n'y pourront avoir accès que bien plus tard, pourrait défendre le mieux ses intérêts. Les droits de l'homme mutilés. Les droits de l'homme tels qu'ils furent codifiés par les pères fondateurs des États-Unis, les philosophes des Lumières et les révolutionnaires bourgeois de 1789 en France, la reconnaissance des libertés de conscience, de parole, de presse, les principes d'égalité devant la loi, représentent des progrès considérables, limités toutefois par leur subordination étroite à un droit tenu pour supérieur, le droit de propriété, sous-bassement sacralisé du capitalisme qui inclut longtemps l'esclavage, la propriété privée d'êtres humains. Les esprits les plus éclairés de l'époque, de Rousseau à Diderot, en passant par Helvétius, admirent que l'avènement de la propriété privée à la place de la primitive communauté de la terre et des biens était la principale source des inégalités, mais refusèrent de la mettre en cause dans la mesure où elle était devenue un pilier de l'ordre social existant. Les constituants d'après 1789 s'inspirent, eux, pour instituer le suffrage censitaire, celui des seuls propriétaires. La division de la société en dominants, les propriétaires des moyens de production, et en dominés tous les autres, fit que la liberté conçue par le législateur bourgeois, dans l'état de droit bourgeois, est obligatoirement restreinte. Comme l'écrit le politologue canadien D. McNally, l'une des manières par lesquelles le capitalisme libéral subvertit la démocratie réside dans la nette séparation qu'il instaure entre la sphère politique et la sphère économique. La première étant celle des élections et du Parlement, la seconde étant tenue pour l'espace privé réservé aux seuls détenteurs d'un droit absolu à la propriété privée, dans lequel ne sauraient intervenir les travailleurs. Dans un pareil système, on peut certes contester, mais que le droit suprême d'exploiter librement la majorité de la population vienne à être menacé et se déclenchent ces défenses naturelles qui peuvent aller, cela s'est vu, du massacre des communards au fascisme et à Pinochet, jusqu'à la liquidation des libertés, jusqu'à la répression, voire la guerre civile. L'organisation normale du règne du capital n'est certes pas un régime autoritaire ou fasciste, qui n'a jamais été pour lui que l'ultime recours d'une partie de ses forces les plus rétrogrades. Le capitalisme se sent à l'aise dans un contexte de démocratie parlementaire, où le jeu des élections peut dissimuler la réalité de l'exploitation du plus grand nombre, et, dans tous les cas, tient hors de discussion et des décisions populaires le vaste essentiel domaine de l'économie, de l'entreprise et de la finance. Caractérisé par des consultations électorales périodiques, entretenant la conviction ou l'illusion que chacun compte pour un et peut peser ainsi sur son propre sort et l'avenir du pays, ce système offre assez de soupapes de sécurité pour faire face, avec souplesse, aux flux de mécontentement ou aux tentations de rébellion populaire, comme aux contradictions d'intérêts entre groupes de dominants. Malgré ces crises périodiques de plus en plus graves et rapprochées, le capitalisme actuel conserve d'énormes facultés à s'adapter aux changements, à tirer bénéfice de la révolution technologique de notre temps, dominée par les techniques de la communication et de l'information,
à contrôler dans les pays économiquement développés le passage d'une société essentiellement industrielle à une société dans laquelle les services ont une place déterminante, à exploiter les ressources et la main-d'œuvre bon marché des pays émergents ou en développement, de même qu'il vient de prouver sa capacité d'absorption rapide des pays européens, échappant à son contrôle jusqu'au début des années 90. La moitié de l'humanité sacrifiée. Plus que jamais fondée sur la recherche du profit maximal par tous les moyens et à tout prix, la nature prédatrice et impérialiste du capitalisme n'a cessé de s'affirmer. La propriété privée des moyens essentiels de production et d'échange par une minorité de possédants, à l'échelle de chaque pays et à l'échelle mondiale, s'oppose plus que jamais aux intérêts de l'immense majorité de l'humanité. Toutes ces actions étant subordonnées à sa loi fondamentale, la course au profit, le capitalisme ne peut ni ne veut venir à bout des maux qui l'accompagnent et, en premier lieu, le fossé des inégalités sociales existant dans les pays développés et encore plus dans ceux qui sont économiquement à la traîne et qui englobent la plus grande partie de la population du globe. Comme l'a montré l'économiste Samir Amin dans son ouvrage Le virus libéral, les lois de paupérisation mises à jour par le marxisme se manifestent à présent de façon massive à l'échelle mondiale. Des richesses immenses continuent de s'amasser à un pôle de la société, tandis qu'à l'autre pôle, la moitié des êtres humains sur la planète sont victimes de la pire précarité, des privations et de la misère sous des formes les plus odieuses. Jean Ziegler, qui fut rapporteur spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation, a dressé un drapeau noir de la situation de 2,2 milliards d'êtres humains sous le capitalisme mondialisé. Le manque d'alimentation, d'eau potable et de médecins conduit à la mort chaque année de dizaines de millions d'enfants, de femmes et d'hommes dans tous les pays dits en développement. 1,8 milliard d'hommes doivent vivre avec moins d'$1 par jour, 850 millions d'adultes sont analphabètes et 325 millions d'enfants ne vont pas à l'école. Contrairement à l'idée répandue, les dernières décennies n'ont pas connu de progrès sensibles sur ce plan, car il y avait dans le monde, voici 40 ans, 400 millions de personnes souffrant de sous-alimentation. Ils sont à présent 842 millions. Cette situation alarmante s'est aggravée encore avec la montée des prix de tous les produits alimentaires de base et, à l'automne 2008, des organes spécialisés de l'ONU estimaient à plus d'1 milliard les hommes menacés de famine. Prenant l'exemple du café, Ziegler montrait aussi une des conséquences pour les pays en développement de la disparition du groupe des États non capitalistes. Aussi longtemps, écrit-il, qu'a duré la bipolarité de la société planétaire, autrement dit que se sont affrontés sur la planète deux systèmes économiques et politiques antinomiques, il a fallu à tout prix que des milliers de familles de cultivateurs ne succombent pas à la tentation du vote ou à l'adhésion communiste. La stabilisation artificielle du prix d'achat du producteur devait conjurer cette menace. Et on créa un organisme dans ce but. Après l'effondrement de l'URSS, les conditions changèrent et l'ICA, organisme de stabilisation du prix du café, n'était plus politiquement indispensable. On le liquida pour que le marché mondial du café soit réglé par le seul droit du plus fort, au détriment de la masse des petits producteurs, et cela vaut pour les autres productions de ces pays. Pour défendre ce monde marqué par les injustices et poursuivre son exploitation des peuples et des richesses naturelles du monde, les tenants du capital recourent à tous les moyens, suscitant s'il le faut des interventions armées, des guerres, des affrontements de toute nature. La disparition du défi au capitalisme que représentait jusqu'à la fin des années 80 du siècle passé l'existence d'un groupe d'États non capitalistes en Europe, quelles que furent leurs graves déficiences, n'a fait qu'accentuer
les traits rétrogrades du capitalisme contemporain. L'offensive d'ensemble qu'il a déclenchée dans nos pays à partir des années 70 contre les acquis sociaux imposés après la Seconde Guerre mondiale s'en est trouvée renforcée. N'étant plus confronté à l'existence d'un autre type de société qui l'obligeait à une certaine forme de compétition et facilitait ainsi objectivement dans nos pays les combats populaires pour des meilleures conditions de vie et de travail, le capitalisme a pu mettre en œuvre sans réticence les potentiels dangereux qu'il porte en son sein. La Constitution européenne rejetée en France par le référendum de 2005, comme le mini-traité de remplacement imposé en 2008 sans référendum, ont exprimé la volonté de marquer dans le marbre les principes d'une Europe capitaliste, mettant fin à toute réglementation et ouvrant toutes les grandes portes aux privatisations, à tout va, et à la concurrence la plus débridée, renforçant l'exploitation de ces peuples et de ceux des pays qu'elle colonisa jadis, et essayant d'empêcher, autant qu'il est possible, que leur lutte ne débouche sur de nouvelles avancées sociales et sur la mise en cause du système lui-même. On remarquera comment, dans ce cas, comme dans celui du nom du peuple irlandais au traité de Lisbonne de 2008, les gouvernements démocrates bourgeois s'assoient sur les résultats des scrutins démocratiques lorsqu'ils ne vont pas exactement dans le sens de leurs intérêts et exercent toutes les pressions possibles pour en inverser les résultats. La nouvelle crise systémique du capitalisme. La nature parasitaire du capitalisme contemporain se traduit notamment par l'accroissement sans limite de ses aspects financiers et spéculatifs. D'une part prépondérante de son activité et occupée désormais par les manipulations d'argent indépendamment de la production réelle de marchandises. En 2006 déjà, 1536 milliards d'euros furent consacrés à financer l'économie mondiale réelle, tandis que 2203 milliards étaient réservés aux opérations n'ayant d'autre but que de faire plus d'argent à travers une multitude de canaux dans lesquels le blanchiment, y compris des sommes provenant des organisations criminelles, par le truchement des paradis fiscaux, tient une place importante. Cette spéculation brasse à toute heure du jour et de la nuit, dans le monde entier, des centaines de milliards d'euros ou de dollars, en usant des instruments informatiques de communication instantanée. Elle va jusqu'à créer artificiellement des produits financiers douteux. C'est ainsi qu'aux États-Unis, des millions de ménages peu argentés ont perdu leurs habitations acquises à crédit pour n'avoir pu faire face à des remboursements d'intérêts variables toujours plus élevés. Les sociétés de crédit qui récupérèrent ces biens hypothéqués les transformèrent en produits financiers, indéfinissables, jetés sur les marchés boursiers afin d'être acquis par des banques américaines et internationales, dont plusieurs françaises, en quête de juteux bénéfices, alors qu'ils n'avaient plus guère de valeur. Pareilles opérations ont conduit à la multiplication de produits financiers pourris et à des déperditions considérables de capitaux au détriment de l'investissement productif et a placé de nombreux établissements financiers parmi les plus importants au bord de la faillite. Visiblement, la recette sacrée des libéraux, selon laquelle la main invisible du marché peut à elle seule réguler un développement équilibré de l'économie et une répartition harmonieuse des revenus qu'elle génère, connaît des ratés majeurs. Alors que depuis Thatcher et Reagan, l'exigence de l'ultralibéralisme était de refuser que l'État intervienne de la moindre façon dans les questions économiques et de privatiser tout ce qui avait été nationalisé à la Libération, voici que les mêmes ne jurent plus que par la nécessité pour les États de voler à coups de centaines de milliards au secours du système bancaire ou de tel ou tel secteur de l'industrie, tel l'automobile, menacé de banqueroute. Le montant des premiers plans dits de relance aux USA et en Europe a atteint des sommets fabuleux
de 7 500 milliards d'euros, faisant s'envoler les déficits budgétaires qui devront éponger les contributions des ménages. C'est la version actualisée du vieux principe capitaliste selon lequel les profits sont toujours d'ordre privé et les pertes socialisées en cas de besoin. Quand les spéculations des groupes financiers les ont conduits au bord du gouffre, aux États-Unis et en Europe, à la fin de l'été 2008 et au début 2009, les banques centrales et les États, pour les sauver, ont injecté des sommes colossales sur les marchés financiers et sont allés jusqu'à l'étatisation partielle et temporaire de certains établissements pour éviter l'effondrement de l'ensemble du système. Entre-temps, d'innombrables épargnants ont vu leurs économies partir en fumée, et de nombreux souscripteurs de crédits hypothécaires ont perdu leur logement, mais les actionnaires et les banques, les grandes sociétés et leurs PDG ont pu préserver la plus grande part de leurs dividendes et de leur rémunération scandaleuse. Scandale des scandales, les banques renflouées grâce à l'argent public se sont mises de nouveau à spéculer en grand dès 2009 et à engager de nouveau d'énormes bénéfices, préparant ainsi de nouvelles crises financières. Les interventions étatiques à une telle échelle entrent en contradiction criante avec les principes de la concurrence sans limite et non faussée, au laisser-faire, laisser-passer, cher au pontife du libéralisme économique depuis plus de 3 siècles. Accompagnant la crise et les interventions massives des États capitalistes sur les marchés pour en limiter les conséquences pour le système dans son ensemble, on a vu surgir, portée par Sarkozy et quelques autres, la thèse selon laquelle le capitalisme est intrinsèquement bon et que seuls les méchants spéculateurs sont responsables de la tourmente financière et de ses conséquences sur l'économie mondiale. La distinction qu'ils veulent ainsi accréditer entre le capitalisme sain et probe des investisseurs et le mauvais des spéculateurs ne repose évidemment sur rien du fait que le capitalisme est un tour indissociable qui a toujours tiré profit de tout, de l'investissement dans l'économie productive comme de la spéculation financière la plus démente. Vouloir réguler le capital, ne garder que ce qui est bon en lui, extirper ce qui est mauvais, comme l'a proposé Sarkozy, qui d'un côté critique les parachutes dorés, et de l'autre, avec le bouclier fiscal, assure d'énormes avantages financiers aux plus fortunés, est de toute façon une mission impossible, car elle va à l'encontre de la nature même du capital. Et ce dernier se moque bien des fanfaronnades des uns sur les paradis fiscaux et des évasions de capitaux qui, au contraire, prospèrent de mieux en mieux. Tablant sur le colossal endettement des États provoqué par le sauvetage du système bancaire aux États-Unis et en Europe, et sur l'urgence dans laquelle ils se trouvent de tenter d'y faire face en faisant subir à leur peuple des politiques d'austérité aggravées, assorties de nouveaux emprunts sur les marchés financiers mondiaux, la spéculation capitaliste s'attaque en 2010 aux fondements monétaires de ces États, en visant tout d'abord les États les plus faibles économiquement, en premier lieu la Grèce. Cette spéculation rapporte gros, puisque pour 2009, la banque BNP Paribas, pour ne parler que d'elle, a annoncé avoir doublé ses profits au point de pouvoir réserver 1 milliard d'euros pour ses traders, les spéculateurs maison. Les organismes multinationaux que le monde capitaliste se donna après-guerre pour réglementer son fonctionnement tels que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international ou l'Organisation mondiale du commerce, souvent dirigés par des sociaux-démocrates, mais tous largement dominés par le capitalisme états-unien, se sont avérés incapables d'éviter ces crises périodiques et ont, au contraire, par leurs exigences envers de nombreux pays en développement, considérablement aggravé leurs problèmes financiers, économiques et sociaux. Que vaut vraiment l'ordre social qui, en un tour de main, mobilise des milliers de milliards de dollars pour voler au secours de ces banques, alors qu'il ne veut pas en consacrer quelques centaines pour combattre la faim d'1 milliard d'êtres humains?
Si l'on veut que ça change, c'est à la domination même du capital dans la société qu'il faut s'attaquer, et au minimum, dans l'urgence, tenter de limiter ses capacités de nuisance par l'extension du secteur public et nationaliser dans le domaine bancaire en premier lieu, par un prélèvement plus important sur les revenus financiers des privilèges, permettant à l'État d'assumer ses fonctions redistributives de revenus, par l'intervention des citoyens et des travailleurs dans toutes les sphères de la vie économique, jusque-là laissées aux seules décisions arbitraires des détenteurs de capitaux, afin d'aller progressivement et dans la démocratie vers le changement fondamental de l'ordre économique et social, car plus que jamais à l'époque de la révolution informationnelle et des formidables progrès des technologies de toute nature, la contradiction fondamentale et criante entre le caractère social et collectif de la production matérielle et intellectuelle et l'appropriation privée aux mains de quelques-uns des moyens de produire et d'échanger en tous les domaines, il faudra bien la trancher. Le mode de production capitaliste connaît aujourd'hui sa première crise d'ensemble depuis des années, où il cria victoire à la fin du XXe siècle, en se gardant bien de prédire, comme en d'autres temps, que cette crise se transforme en une cataclysme mettant en cause l'existence du système. L'expérience historique et les moyens utilisés dans la conjoncture actuelle ont suffisamment montré qu'il a des ressources et la peau dure. Il est cependant envisageable qu'après la période de recul du mouvement social, consécutive aux bouleversements qui favorisèrent le capital, dans les années 90 du siècle passé, la lutte des peuples contre les effets détestables de ce système puisse entrer dans une nouvelle étape. La lutte des classes aujourd'hui. Il est sûr, tout au moins, que nous n'assisterons pas, comme l'affirmèrent alors de faux prophètes, à la fin de la lutte des classes et des combats anticapitalistes. Car les raisons essentielles qui n'ont cessé de nourrir l'affrontement entre le capital et le travail existent toujours et se renforcent. Sans doute des changements profonds sont intervenus ces dernières décennies, dans les rapports sociaux et dans les idéologies qui les reflétèrent. Il est vrai, par exemple, que dans les pays économiquement avancés comme le nôtre, les effectifs de la classe ouvrière par rapport à la période de l'essor de l'industrie au XIXe et dans la première partie du XXe siècle ont fondu sensiblement et se sont émétiers et dispersés, et que ceux des salariés des services et des activités dites intermédiaires les ont numériquement dépassés. Il est vrai que l'évolution des modes de vie dans l'actuelle société de consommation et la progression de l'individualisme à outrance conduisent nombre d'ouvriers à ne plus se reconnaître idéologiquement comme prolétaires et à se rattacher plus ou moins consciemment aux classes moyennes. Il en résulte sans doute des effets négatifs sur leur conscience de classe, leur combativité sociale, leur comportement et leur organisation. Des spécialistes, de bonne ou de mauvaise foi, en arrivent à conclure à l'effacement de la lutte des classes sociales, et en particulier à la dilution de la classe ouvrière. La réalité, c'est qu'une classe rétrécie de grands capitalistes, industriels, banquiers ou princes des services, du négoce comme de la spéculation pure et simple, de gros actionnaires avides de profits à 2 chiffres réalisés à court terme, 10% des Français les plus riches contre le 50% de la richesse du pays, s'affiche comme tel et nourrit autant que dans le passé l'antagonisme qui l'oppose au monde sans cesse élargi des salariés de toutes sortes, représentant 90% de tous les actifs de ce pays, dont la force de travail est mise au service des capitalistes est l'unique source de revenus. Si, sortant de l'échelle nationale, on prend celle de l'Europe et celle du monde, ce sont des milliards d'exploités dont le travail est la source de fabuleuses fortunes de quelques-uns. L'humanité n'est pas condamnée à admettre cet état des choses inhumain comme normal et éternel. Au surplus, le monde du XXIe siècle doit affronter d'autres problèmes fondamentaux que le système capitaliste fondé sur le profit
est incapable de résoudre. C'est le cas de la misère profonde accompagnée du manque d'alimentation, d'eau, de soins médicaux, d'éducation, du moindre confort élémentaire dont souffre la moitié du genre humain. C'est le cas de l'avenir même de la planète Terre exploitée, pillée par le capitalisme, menacée par le réchauffement climatique et le déferlement des catastrophes naturelles qui en est la conséquence. Le peu de mesures concrètes réellement mises en œuvre, après le Grenelle de l'environnement en France, le fiasco enregistré au sommet mondial de Copenhague en décembre 2009, par suite notamment du refus des États-Unis et des autres grands pays industrialisés de reconnaître leurs responsabilités historiques dans le réchauffement climatique et d'aider véritablement les pays du tiers-monde à faire face à ces conséquences, montre à nouveau que le système capitaliste, en subordonnant tout à sa course à l'argent roi, est dans l'impossibilité de régler les problèmes vitaux entre tous. Le capitalisme actuel est évidemment capable de s'habiller de vert, de faire du profit avec la production des instruments nécessaires pour développer les énergies renouvelables, traiter les déchets, voire pour faire du marché du carbone entre pays développés et pays du tiers-monde un objet de spéculation au détriment des seconds, comme il l'a fait précédemment avec le charbon et le pétrole. Mais avec lui, la course au profit passera toujours avant la sauvegarde de la nature. Et si l'ultraproductivisme en est une condition, il continuera dans cette voie. Il faudra bien que l'écologie politique en tire elle aussi cette conclusion. Certes, nous devons écarter la tentation du tout ou rien, car les luttes pour sauvegarder notre environnement dans les conditions du capitalisme peuvent obtenir des résultats dans ce domaine comme dans d'autres. Il reste cependant vrai que seul un ordre social fondé sur les intérêts de la masse des êtres humains, et non sur l'avidité de l'appât du gain de quelques-uns, peut faire vraiment face à de tels défis. Ceux qui, désemparés par l'évolution de la situation générale après 1990, et en France par les victoires électorales de la droite, les reculs de la gauche traditionnelle et le fort déclin communiste, ont cru trouver la porte de sortie dans l'acceptation du monde tel qu'il est, dans la renonciation de fait aux objectifs d'un changement social, à leurs yeux désormais incompatibles avec les réalités et les possibilités du monde d'aujourd'hui, n'ont pas eu raison.